Bonjour à tous, bienvenue sur Entreprise et Passion sur cette belle radio Logos FM où j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Julien Chaffard. Julien, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Vous êtes, Julien, cofondateur et dirigeant de Classic Racing School. Et bien évidemment, avant que l'on parle de l'entreprise, eh bien, on va parler de vous et de votre parcours, auvergnat, pas auvergnat, des études, pas d'études. Comment est-ce qu'on en arrive à créer, à diriger une entreprise? Vous d'abord. Et donc moi, j'ai grandi dans les Alpes, j'ai 28 ans et j'ai fait mes études ensuite à Lyon dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'INSA, où j'ai suivi un parcours d'ingénierie mécanique, tout simplement poursuivre un petit peu un rêve de gamin qui au début était de travailler dans le sport automobile. C'est quelque chose qui m'anime depuis que je suis tout petit en complément du sport et de l'alpinisme. Et la voie la plus simple, lorsqu'on n'a pas forcément les capacités ni les moyens de faire du karting ou le parcours, je dirais, typique d'un pilote automobile dont on en rêve, eh bien, c'est de passer par la branche mécanique pour intégrer, on va dire, des équipes de course sur des circuits. Donc j'ai intégré cette école-là en 2011 et j'en suis sorti en 2017. Et c'est également lors de ce parcours scolaire que j'ai commencé à réfléchir et à créer ce projet qui est aujourd'hui une véritable entreprise basée dans le Puy-de-Dôme sur le circuit de Charade. Alors, les Alpes, l'Auvergne, c'était une évidence, c'était l'opportunité de Charade. Qu'est-ce qui vous a amené là? L'opportunité de Charade, exactement. Je ne connaissais pas du tout l'Auvergne avant de venir pour cette aventure professionnelle, entrepreneuriale. J'ai vraiment grandi dans le sud-est. Et puis j'ai passé mes études à Lyon à faire de la montagne, de l'alpinisme. Et je me suis retrouvé en Auvergne où j'ai pas forcément découvert tout de suite, vu que j'étais très impliqué dans la création de la boîte. Et je commence à peine à profiter de cette belle région. Oui. Et alors, comment avez-vous eu cette opportunité d'arriver à Charade, justement? En fait, c'est une histoire de rencontre et un petit peu d'opportunité, je dirais un petit peu de chance. Des fois, il faut un peu se laisser guider dans la vie. J'ai eu l'occasion de réaliser un stage très court de 2 mois grâce à un ami qui m'a mis en relation avec une personne qui gérait une entreprise qui faisait de la compétition client F1 et du stage de pilotage Formule 1 dans le sud de la France, qui s'appelait AGS Formule 1. Et j'étais ingénieur stagiaire pour m'occuper des boîtes de vitesse et de la synchronisation des passages de boîtes de vitesse sur les monoplaces entre juin 2015 et août 2015. Donc j'ai fait ce stage-là qui m'a permis de rentrer en contact avec le monde du sport automobile. J'ai adoré, j'ai vu les défauts, j'ai pris ce qu'il y avait à apprendre et j'ai rencontré surtout des personnes qui pour moi étaient des personnes qui m'inspiraient, des pilotes du sport automobile, des personnes que je ne pensais pas forcément accessibles. Et j'ai fait des rencontres qui m'ont guidé et qui m'ont invité à créer et à croire en premier temps à ce projet-là. Une personne m'a un jour posé cette question-là en toute fin du stage que j'avais réalisé, qui était aujourd'hui, maintenant que tu as fait ça, c'est quoi ton rêve? Moi, spontanément, j'ai répondu, mon rêve, c'est de créer ma propre écurie de pilotage, écurie de course. Donc, je parlais de compétition à l'époque. Puis il m'a simplement dit, mais pourquoi tu le fais pas? Alors, tu te retrouves un peu devant le fait accompli. Puis, non, j'ai pas envie de prendre de risques. Et puis, fil en aiguille, il m'a posé des questions très simples. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une femme, tu as des enfants? Est-ce que tu as une maison à payer? Non, il n'y a pas de risque. Tu peux y aller. Voici ma carte. Et puis, si un jour tu as besoin d'aide, tu m'appelles. Voilà. Donc, je suis parti de ce stage-là avec la banane, comme on dit. Plein d'énergie, plein de rêves. Et puis, surtout, aucune contrainte. Donc, lorsqu'on n'a pas de contrainte, on se sent vraiment libre de pouvoir tout créer. Et alors vous dites que ce stage vous a permis de rencontrer le monde automobile et puis quelque part je suppose de conforter votre envie. Ça veut dire que jusque-là vous étiez simplement dans une démarche scolaire, on va dire, étudiante. Oui, tout à fait. Scolaire, étudiante et puis passionnée. J'allais un petit peu sur les circuits. Mon père m'a amené très tardivement sur des circuits automobiles et notamment des courses de voitures anciennes. Voilà. Et c'est là où je me suis dit, c'est là-dedans que j'aimerais travailler. Je me souviens d'un événement qui était le Mans Classique, c'est l'édition historique des 24 heures du Mans. Et j'étais allé en 2004, et c'est là où j'avais 10 ans à cette époque-là. Je me suis dit, si un jour j'ai l'occasion de faire de la voiture ancienne, je ferai. Et puis les planètes se sont plus ou moins alignées, et quelques années plus tard, 11 ans plus tard exactement, j'avais l'opportunité de faire ce stage-là qui était le début d'une belle aventure. Et alors ça veut dire que votre cursus scolaire a été orienté vers un sujet un peu plus précis, parce que ingénieur automobile, je suppose que ça englobe énormément de secteurs d'activité.
Oui, enfin, surtout qu'aujourd'hui, je ne suis plus du tout quelque chose qui a à Eh voir oui. avec le monde de l'ingénierie. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle génie mécanique développement. Donc, c'est une filière qui est assez générale pour faire de la dynamique des solides, pour tout un tas de sujets qui tournent autour de la technique et de l'ingénierie, de la simulation en mécanique, donc la mécanique des fluides et des choses comme ça, la résistance des matériaux. C'est pas quelque chose dans lequel je me sentais très bon. Je me suis imprégné de toute cette culture-là et j'ai vraiment intégré le monde du sport automobile en découvrant les choses un peu sur le terrain, vu que j'ai pas forcément appliqué ce que j'avais appris à l'école, mais c'est plus une méthode qu'on nous apprend, une ouverture d'esprit et être hyper, je dirais, ouvert avec une certaine adaptabilité pour répondre à des problématiques dont on n'a pas forcément toutes les solutions au début. Voilà. Alors, vous allez repartir avec cette carte de visite en poche à la fin de votre stage. Je suppose que vous retournez en cours à ce moment-là. Votre cursus n'est pas fini. Alors, il n'est pas fini là. À ce moment-là, je suis en fin de 3e année de cursus à l'INSA. Et je pars au Canada 1 an à la fin de ce stage, donc septembre 2015 jusqu'à fin mai 2016. Et là, je découvre la culture entrepreneuriale. Donc, c'est vraiment en allant au Canada où on a 2 fois moins d'heures de cours parce que le système est différent. Et plutôt que de faire pas grand-chose, il y avait quelque chose que j'ai découvert là-bas qui s'appelait Entrepreneuriat Laval. Donc c'était à l'époque où les incubateurs commençaient vraiment à se structurer et tout en France, mais ce n'était pas encore le cas dans les écoles d'ingénieurs, en tout cas pas dans la mienne. Et j'ai fait la moitié de mes cours dans un cursus qui était entrepreneurial, en complément des cours techniques que je pouvais avoir qui suivaient la formation d'ingénieur. Donc là-bas, j'ai appris à faire un business plan, j'ai rencontré des personnes qui n'étaient pas forcément dans le milieu de la voiture, mais qui apportaient une certaine richesse dans la manière de structurer un plan, une vision. C'était ça qui était important. Et l'objectif, c'était pendant 6 mois de travailler là-dessus. Et j'en remercie encore l'Université Laval et l'état d'esprit québécois qui m'a vraiment permis de travailler là-dessus à distance pour, une fois revenu en France, créer ce projet-là de retour lors de ma 5e année et dernière année d'études. Alors, l'élu que je suis sur ce territoire me fera apporter quand même un rectificatif parce que des incubateurs d'université ou d'école, il y en a. On peut citer Square Lab à l'école de commerce, on peut citer Buzy qui a été créé en 1999 et qui a énormément incubé de doctorants ou d'ingénieurs. Alors voilà, un petit coucou au territoire parce qu'il y a beaucoup d'incubateurs ici. Mais il est vrai qu'il n'y en a pas dans toutes les écoles. Et ça, c'est une réalité. Et ça s'est énormément développé. Oui. Et nous, en fait, ce qui nous a permis de faire ça, parce qu'à cette époque-là, lorsqu'on est en 5e année à l'INSA Lyon, on fait notre stage de fin d'études au premier semestre, la dernière année d'études, donc entre septembre et janvier. Et en fait, là, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. On s'est retrouvés en ayant avancé plutôt pas mal sur le projet. Et on avait pour ambition d'ouvrir ici à Charade en juillet 2017. Donc on était 6 mois avant l'inauguration. On est allé voir l'école, on leur a dit, écoutez, nous on a ce projet-là, on est sûr de l'ouvrir dans 6 mois, mais il nous faut juste une composante importante, c'est du temps. Donc on ne va pas pouvoir faire à la fois le projet de fin d'études suite au stage de fin d'études. Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Et il y avait ce qu'on appelait le statut étudiant-entrepreneur qu'on est allé chercher donc, à l'université Lyon 1, et il y avait cette passerelle qu'on a pu créer. Et je remercie encore le directeur de l'époque, Eric Morinkom, et mon directeur d'études qui étaient d'accord pour qu'on fasse ça, vu qu'on était les tout premiers de la filière GMD à ne pas faire ce projet de fin d'études et à pouvoir le faire dans notre propre boîte, à condition d'être accepté avec le statut étudiant-entrepreneur. Voilà. Alors là, vous êtes passé du je portais un projet à on. Et alors, qui c'est le on ? Exactement. Moi, j'ai créé ça, je peux le citer, avec un ami d'école, qui est grand passionné de voitures, qui s'appelle Morgan Pezzo. On s'est rencontrés sur les bancs de l'école en 3e année et en fait on a mené cette aventure-là à 2 entre les études, les stages. On n'a jamais perdu de vue ce projet-là. J'avais développé le début du projet assez seul et puis il m'a rejoint assez rapidement dans l'aventure en mars 2016, c'est ça exactement. Et aujourd'hui, voilà, Morgan, on a fait 3 ans ensemble, on a fait l'inauguration de cette magnifique école de pilotage. Il a choisi de partir vers d'autres projets en 2019 et aujourd'hui, je peux le citer, il a une société qui s'appelle CarFT, qui, alors il en parlera beaucoup mieux que moi, mais qui fait dans le domaine du jeu vidéo appliqué au milieu de l'automobile. Voilà. Donc vous allez terminer ce cursus d'ingénieur et puis ici les contacts ont été pris et les choses sont en place à ce moment-là alors. Alors, à cette époque-là, donc avant d'arriver à Clermont-Ferrand, on est toujours à Lyon.
et on fait des allers-retours. Donc le premier contact qu'on a, c'est avec le circuit de Charade. Alors pourquoi Charade, ça, c'est important de le dire, hein. Aujourd'hui, ce circuit-là, peut-être que pas tout le monde le sait, mais il a une renommée internationale et je dirais, il a une atmosphère, une ambiance qu'on retrouve très peu dans d'autres circuits automobiles, qui est son authenticité et son histoire et le côté patrimonial qui se ressent toujours lorsqu'on y est. Charade, c'est les grandes heures du sport automobile, ça date des années, fin des années 50, donc 58, avec ce fameux tracé de 8 km passé à 4 en 89. Et c'est ça qui m'a attiré. En fait, je me suis énormément renseigné par la presse d'époque. Et il y avait aussi à l'époque un jeu vidéo où Charade était dedans. Pas très bien fait, mais qui était assez sympa pour se rendre compte du dénivelé. Et c'est en jouant à ce jeu vidéo-là, quand j'étais plus petit, que je me suis dit, c'est là où, en réfléchissant à ça, c'est là où il faudra aller. Donc j'ai simplement envoyé un email. À l'époque, le directeur, c'était encore le conseil départemental qui gère les circuits, M. Romain Cellier. Et il m'a dit, écoutez, nous, on recherche des activités comme la vôtre qui sont assez atypiques pour développer le circuit et c'est assez cohérent avec son histoire, donc venez. On a été vraiment accueillis, les bras ouverts. Et on a fait cette première conférence de presse, je me souviens, c'était en février 2017. On avait, grâce à un contact, je peux le citer, il s'appelait Arnaud Belzane. J'avais été mis en relation avec Arnaud de la part de Mathieu Huot, qui était le petit-neveu de Patrick Depailler, qui m'avait contacté suite à un sondage que j'avais envoyé sur Facebook, qui avait été relayé par le circuit. Et du coup, c'était mes 2 premiers contacts à Clermont-Ferrand, simplement en répondant à un sondage qui avait été diffusé par Charade. Donc Mathieu m'a dit, écoutez, il faut absolument vous rencontrer Arnaud. On s'est rencontrés et c'est là où on m'a dit, voilà, faites une conférence de presse, invitez ces personnes-là, voilà une liste. Et c'est parti comme ça et on a reçu très rapidement de l'intérêt dans un premier temps, du soutien dans un second et des clients dans un troisième. Julien, en année A, vous avez cette conférence de presse, vous présentez le projet, et là, il y a une écoute totale. Oui, il y a une écoute totale, et je pense que les gens se sont dit, mais ils sont fous, ces deux-là. Ils nous sortent ça. Je pense que les gens étaient assez à la fois curieux, n'y croyaient pas forcément, et attendaient qu'on fasse un peu nos preuves avant vraiment nous accompagner. Mais l'objectif, c'était ça. On rentrait un petit peu en terre inconnue, on connaissait personne dans le Puy-de-Dôme, on connaissait pas la région, on débarque à l'époque on a 20 et 21 ans, donc on est tout jeune, on n'a aucune expérience, c'est notre première expérience professionnelle, mais on a cette fougue et cette passion qui fait qu'on se met aucune barrière et on parle vraiment de ce projet-là qui est notre vie à ce moment-là. Et voilà, on se retrouve à dévoiler ce projet-là en conférence de presse. On s'était arrangé et je le remercie encore, un des camarades communs de promo qui s'appelait Vincent Beltoise, qui était le neveu de Jean-Pierre Beltoise, ce fameux pilote de F1 qui m'a fait beaucoup rêver, qui était venu avec nous à la conférence de presse pour apporter du soutien. Et aujourd'hui, on travaille toujours avec Vincent, je le salue au passage, qui est vraiment quelqu'un de super, qui nous a ouvert des portes également. Et donc cette conférence de presse-là a lieu en mars, et entre-temps, on a également en parallèle fait fabriquer des voitures en Irlande du Nord. Ça, c'est assez sympa comme histoire puisqu'elle est complètement improbable aujourd'hui. Donc, je vais la raconter. Donc, il y a 2 points clés à ce moment-là dans le projet. Il y a le circuit et puis les voitures. Donc, les voitures, l'idée de début, c'était vraiment de faire revivre les sensations de la voiture de compétition historique, les voitures anciennes. Vous savez, ces fameux cigares à 4 roues qu'on voit dans le film Grand Prix avec Françoise Hardy, dont une partie a été également tournée ici à Roya et à Charade. Et donc, il fallait trouver ces voitures-là. Ces voitures-là, il y avait 2 options. Soit on trouve des voitures d'époque qui sont toutes différentes, et j'avais bien vu lors de mon stage que les voitures différentes, lorsqu'on fait une école, c'est très compliqué à entretenir. Et donc, il y avait une autre alternative qui était de soit trouver toutes les mêmes, soit de refaire fabriquer ces voitures. J'avais, pour la petite anecdote, envoyé plusieurs mails à des constructeurs d'époque. Donc, on prenait, à l'époque, il y avait quoi ? On prenait les grilles de départ, on regardait les constructeurs, on se dit, il y a quoi comme marque ? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a toujours ? Qu'est-ce qu'il y a toujours ? Et il en restait 2. La première, c'était Lotus, très connue, qui nous a gentiment dit non. Puis la deuxième, c'est une petite entreprise familiale basée à Belfast, en Irlande du Nord, qui s'appelle Crossley Car Company, qui existe depuis 1957, donc quasiment le même âge que le circuit, c'est assez marrant. Et qui nous a répondu à un mail qui était vraiment une bouteille à la mer. C'était, écoutez, voilà, on veut faire ça, on est 2 jeunes pour créer ce premier projet qui est Unicommande. Ils nous ont dit, écoutez, c'est génial, venez nous voir, venez nous rencontrer, venez voir ce qu'on fait. Et l'usine est fabuleuse, c'est la même en fait qu'à l'époque. Ils n'ont jamais changé d'usine depuis 60. Ils avaient fait une première chose au début, depuis 1960. Ce qui en fait aujourd'hui la plus ancienne usine des voitures de course qui n'a jamais changé de lieu
depuis l'origine. Et ils travaillent comme à l'époque. Et c'était assez incroyable. On avait pris un avion, c'était la Coupe de l'Euro, donc il y a un avion qui amenait les supporters donc à Lyon, et on est reparti l'avion, il y avait juste nous deux dans l'avion, c'était assez incroyable. On arrive à l'aéroport, le gars qui s'appelle Paul McMoran, qui est du coup le directeur de l'usine, nous accueille, et là il nous dit mais c'est vous pour le projet? Je dis oui c'est nous. Pourquoi? Donc il nous explique. Il avait l'âge de l'usine. Ouais voilà, Paul à l'époque il doit avoir une cinquantaine d'années. Et on débarque à l'usine et là on se dit ouais mais c'est avec eux qu'il faut travailler quoi. C'est fabuleux, enfin, c'est indescriptible, il faut y aller pour le voir et le croire. C'est une petite équipe de 5 personnes qui continue de faire des voitures comme à l'époque, avec tout le savoir-faire, très manuel, tout à la main. Et donc on arrive là-bas et on explique notre projet, et là Paul, le directeur de l'usine, nous dit écoutez, bon, il vous en faut combien? Donc, nous on n'a même pas réfléchi au nombre de voitures, on fait 7. Et on ne les a pas chiffrés non plus. Pas chiffrés, rien du tout. Là, il nous dit, écoutez, donne. Il nous serre la main. On retourne dans l'avion et on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait quoi? On vient d'acheter 7 bagnoles. On ne sait même pas le prix. On n'a même pas l'argent. La boîte n'est même pas créée à ce moment-là. Et du coup, c'est vraiment une affaire de confiance à ce moment-là. Et ça, c'est très anglo-saxon. Je pense qu'en France, c'est un peu plus compliqué. Je dirais... On nous dit toujours, dans les incubateurs, il faut être accompagné, les contrats, les avocats et tout. Là, on n'avait rien du tout. Et on a vraiment avancé comme ça nous a permis d'aller très vite. Et je pense qu'on a eu de la chance aussi de s'entourer rapidement de ces personnes-là qui nous avaient fait confiance, en qui on pouvait avoir confiance et qui créent au projet très très tôt, avec cette capacité à se projeter. Bien que notre discours était assez rodé, mais aujourd'hui, quand on voit le parcours, si c'était à refaire, je ne sais pas si on arriverait à le refaire aujourd'hui. Voilà, donc on est parti avec un circuit sur lequel on voulait s'installer et un constructeur de voitures qui nous avait dit oui, alors qu'on n'avait ni structure, ni contrat, ni fonds, quoi. Voilà. Alors justement, parlons-en des fonds. Ils vont arriver comment? Parce qu'à un moment, il va bien falloir qu'ils arrivent. Ouais. Et alors tout arrive en même temps à cette période-là. C'est le premier semestre de l'année 2017. Donc on se tourne vers ce qu'on appelle des business angels. Donc la première structure vers laquelle on se tourne, c'est Insa Angel, c'est l'association des business angels de notre école, donc qui a été présidée par Gilles Assolan, que je peux citer. Et donc ils nous ont appris à pitcher. En parallèle de ça, on était incubé à Bilis, c'était booster l'esprit d'entreprendre sur Lyon et Saint-Étienne, je crois, c'est ça. Bilis, B-E-L-Y-S, je ne sais plus si ça s'appelle encore comme ça. Mais on était incubé chez eux, donc sur le campus de Lyon. Et on a monté un business plan, on l'a présenté, on l'a pitché, et on a fait un crowdfunding également qu'on avait bien préparé sur la plateforme qui était la plateforme de financement participatif de l'Université de Lyon. C'était pas ces plateformes, je dirais, un peu plus connues. On avait joué les jeux de faire quelque chose d'assez local auprès de l'université. Ça avait fonctionné. On avait réussi à rassembler près de 20 000 euros, ce qui était peu et beaucoup pour nous. Aussi le volant de la voiture. Voilà, à peu près tout. On avait même mis une voiture au cas où dans le crowdfunding. Et on s'est retrouvé avec nos tout premiers clients, parce qu'on pouvait acheter à la fois un porte-clés comme un stage de pilotage en pré-vente. Donc ça a permis d'amorcer la pompe, de convertir des investisseurs. On a fait une première levée de fonds en juin 2017, qui permettait de faire tenir la boîte au moins une bonne année et demie ou 2 ans. De toute façon, c'est toujours pareil, quand on fait ces levées de fonds, on a des plans, et dans les 6 mois qui viennent, les plans changent, et on est obligé d'en refaire une autre derrière. Mais ce qui est fabuleux, c'est que ça nous a fait vraiment grandir, ça nous a permis de croire en notre projet jusqu'au bout pour le pitcher, parce qu'il faut aussi y croire. C'est très compliqué de pitcher quelque chose si on n'y croit pas à 200%, et ça se ressent aussi surtout. Donc aujourd'hui, ces actionnaires sont toujours présents dans la société, ils nous accompagnent depuis 2017, et là on est en préparation encore une autre levée de fonds qui arrivera cette année-là en 2023. Mais oui, à l'époque, le cadre est super important, et surtout on n'était pas seul. Ça c'est super important. On avait l'école qui nous accompagnait, l'incubateur qui nous accompagnait, puis nos amis, nos familles qui étaient là surtout, et même nos profs qui étaient derrière nous pour nous soutenir. Du coup, 2018, vous arrivez en Auvergne, et là, l'aventure démarre. Alors, c'était 2017 même. En fait, on a fait ce levée de fonds en 2017. On était déjà en parallèle, on faisait tout en parallèle. On avait la levée de fonds en parallèle, on faisait les allers-retours, en fait. Entre Lyon et Clermont-Ferrand, on était hébergés par des amis ici. On dormait dans leur salon, on repartait. Et on s'est vraiment installé ici en juillet 2017, lors de l'inauguration de l'école. Voilà.
Et donc là, c'était une soirée où on avait invité la plupart des personnes qui nous avaient été recommandées lors de cette fameuse conférence de presse. Et voilà, ça s'est fait assez naturellement, puisqu'on s'est aperçu très très vite qu'en Auvergne, c'est vraiment aussi une terre de passionnés pour l'automobile, assez discrète, mais lorsqu'il y a cette passion qui nous réunit, les gens sont également là pour répondre présent. Et ça, c'était un vrai vecteur pour nous de motivation également, de se sentir fédéré, cette communauté-là, autour de Charade, qui revivait également, parce qu'à l'époque, on nous a dit, écoutez, Charade, il ne se passe plus grand-chose, et je pense qu'on arrivait au moment là où les choses commençaient à changer. Du coup, l'offre aujourd'hui, c'est quoi au sein de l'entreprise ? Alors aujourd'hui, on a 2 offres, une offre compétition et une offre loisir. L'offre loisir, c'est celle qui représente ce pourquoi on est connu aujourd'hui. On propose des stages de pilotage pour tout niveau, pour des particuliers comme des entreprises ou des groupes privés, sur des monoplaces de l'époque des années 60. Elles sont de 69 exactement, même si elles sont refaites à neuf, elles sont de 69, elles sont strictement conformes à l'origine, sauf le moteur qu'on a rendu un peu plus fiable. Et on a des offres qui vont de la demi-journée jusqu'à plusieurs jours de stage pour permettre d'aller plus ou moins loin dans la découverte ou l'approfondissement du pilotage de ces monoplaces-là. Donc c'est une offre qui aujourd'hui s'étale de avril à fin octobre. Question de saisonnalité et liée à la météo, à la température qu'il fait à Charade. Et le projet, c'est également de développer une offre hivernale, mais on y reviendra après. Mais c'est de plonger surtout les gens dans cette atmosphère propre à l'âge d'or de l'automobile, où il n'y a pas seulement que les voitures, il y a tout cet état d'esprit, ce côté convivial, familial, très simple, facile d'accès. Et on retrouve ça dans les images d'époque. On s'est beaucoup inspiré de tout ce qu'on trouvait dans la presse, mais quelque chose de vrai pour essayer de le reproduire également dans les échanges et dans l'énergie qu'on y met, quoi. Voilà, donc c'est vraiment ouvert à tous. Et l'objectif, c'est qu'on puisse montrer que ces voitures-là de l'époque étaient un vrai défi à conduire. C'est pas très difficile à conduire. Je dirais que c'est un vrai challenge d'arriver à les conduire très vite. Mais voilà, on est dans une partie loisir où notre maître mot, c'est également la sécurité et la passion, car il y a également les voitures, mais les gens font également des rencontres extraordinaires sur ces journées, et nous aussi, car notre premier vecteur de motivation, c'est aussi les gens qu'on rencontre, des personnes passionnées qui viennent du monde entier. On a les gens des États-Unis, qui viennent de toute l'Europe pour ça. Vu que ce qui est incroyable, c'est qu'on est encore les seuls à faire ça. Et du coup, ça permet de faire connaître également la région à des personnes qui, même des fois, ne sont pas venues en France, quoi. C'est assez sympa. Et alors, du coup, comment est-ce qu'on vient vers vous ? Comment est-ce qu'on vous trouve ? Un site, un numéro ? Comment on fait ? Oui, donc la société s'appelle classicracingschool.com. Vous pouvez taper ça sur Internet. On fait également des salons. On était sur le salon Epoch-Auto à Lyon il n'y a pas très longtemps. Et c'est surtout de la visibilité Internet. On a un numéro de téléphone aussi, je peux le citer, c'est le mien. Je pourrais peut-être le mettre, je ne sais pas si je le cite directement. Oui, là. Donc c'est 06 09 54 49 89 pour pouvoir réserver ou simplement en savoir plus sur ce qu'on fait. Donc on a une petite équipe aujourd'hui de 8 personnes avec un atelier mécanique, des personnels de communication, commercial et à l'événementiel, pour permettre d'organiser ces belles journées autour de la passion automobile sur le circuit de Charade. Voilà. Eh bien, merci Julien de ce partage. Merci de faire découvrir effectivement cette pépite auvergnate qui est quand même très connue forcément, mais qui était peu utilisée. Merci à vous. Plein succès pour cette nouvelle saison et puis à très bientôt sur l'antenne de Logos FM.